Hey, et si je t'interviewais? Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une pilote de ligne, et pas n'importe laquelle. Elle conduit un avion emblématique de l'aviation commerciale, le Boeing 737. Elle va nous parler de son parcours, de son quotidien, et nous allons découvrir ensemble son métier. Salut Ingrid, comment tu vas? Hello, ça va et toi? Je vais bien. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Bien sûr. Donc du coup, je m'appelle Ingrid, j'ai 26 ans, je suis pilote de ligne, tu t'en doutes. Brave. Depuis maintenant 2 ans, du coup. Et puis, j'habite en région parisienne. Carrément. Et d'où vient cette passion? On va dire que c'est un petit peu familial, en D'accord. gros. C'est un virus qui se transmet de génération en génération. Contagieux en plus. Contagion. Non, en fait, en gros, c'est mon grand-père qui était pilote de chasse D'accord. dans l'armée de l'air. Il a travaillé pendant 20 ans, je crois, et ensuite, quand son contrat s'est terminé, il est devenu pilote de ligne. Et à la retraite, il a été instructeur en aéroclub. Et du coup, c'est lui, en fait, qui m'a appris à piloter. Ah, trop bien. Et ma maman aussi, ma petite mamounette, Oui. qui était hôtesse de l'air dans une compagnie aérienne française. Et en fait, quand j'étais en âge, même pas de marcher, juste j'étais là. Carrément. Ouais, grave. J'étais là. Ouais. Du coup, elle m'amenait avec elle en fait en avion et tout. Donc au début, il y avait ma grand-mère qui nous accompagnait parce que du coup, il fallait que quelqu'un s'occupe de moi parce que j'étais vraiment toute petite. Et puis après, juste elle me trimballait avec elle de temps en temps et tout. Et en fait, très vite, j'ai beaucoup aimé le milieu de l'aérien, mais au début, j'étais en mode ouais, c'est sympa et tout, mais tu sais, c'était juste le métier de ma maman et ce que mon grand-père avait fait. Et voilà. Raconte-nous un petit peu de ton cheminement jusqu'à que tu es devenue pilote, s'il te plaît. Au collège, j'ai fait ce qu'on appelle le brevet d'initiation aéronautique. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est à partir de 13-14 ans, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est mon grand-père, le prof. Donc, du coup, c'est stylé. Du coup, forcément, c'est lui qui me faisait les cours. Ouais. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis inscrite à ce cours. D'accord. Du coup, c'était lui qui le faisait. En fait, en gros, tu vois littéralement toutes les petites bases du début de l'aéronautique et tout, comment un avion vole, l'histoire de l'aviation et tout, etc. La météo, mais tu sais, c'est vraiment genre juste les prémices. D'accord, en gros. Et ensuite, donc du coup, j'ai eu ce petit brevet d'initiation aéronautique, donc le BIA. Ensuite, je crois qu'à ce moment-là, j'étais en 4e, donc ça remonte un peu. Ensuite, du coup, je passais en 3e et tout, et en fait, je m'étais avec le BIA, en fait, on avait des bourses par la Fédération française de l'aéronautique pour faire des petites heures et tout en aéroclub. Donc, vu que c'était mon grand-père qui était instructeur là-bas, dans la logique, je me suis dit vas-y, je vais m'inscrire et tout, tu vois. Parce que dans tous les cas, il y est, donc autant en profiter. Exactement. Et puis du coup, j'ai commencé à passer mon brevet de base, plutôt. Donc c'est vraiment la toute première licence que on peut avoir en tant que pilote. D'accord, le brevet d'école. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc j'ai passé ça et après je suis rentrée au lycée, donc après j'ai fait une seconde générale et après j'ai fait un bac S. D'accord. Et du coup sur tout mon temps libre à côté, donc j'ai passé mon brevet de base et ensuite j'ai fait la licence de pilote privé, donc le PPL. Et ça c'est en gros l'équivalent de ton permis de conduire. D'accord, et ça part. Le minimum requis pour passer ton test pratique, c'est 17 ans. D'accord, ouais. Donc en fait, tu peux voler du coup avant. Moi, j'ai commencé à voler, j'avais 13 ans et demi, mais du coup, j'étais trop jeune pour pouvoir voler seule. D'accord. Parce qu'on a des heures de vol à faire seule et tout, etc. Donc du coup, on va dire que ça a un petit peu traîné sur la longueur parce que à chaque fois, il fallait que j'attende d'avoir l'âge pour pouvoir voler seule et ensuite l'âge pour passer le test. D'accord. Et du coup, après, donc j'ai eu ma licence de pilote privé. J'ai fait mon bac S et ensuite j'ai passé ma licence théorique de pilote de ligne. D'accord.
sur Paris, à Rungis. Et puis, après, du coup, j'ai fait la suite de ma formation pratique. Donc, en gros, moi, j'ai fait un parcours qu'on appelle modulaire. Ok. C'est-à-dire que, du coup, comme je l'expliquais avant, tu commences dans un aéroclub. Et en fait, ça te permet, en gros, de gérer au mieux, on va dire, ta progression et tout, etc. Moi, j'ai fait ça parce que, déjà, de un, mon grand-père m'a appris à piloter dans un aéroclub, donc j'avais déjà commencé cette partie-là. Et surtout qu'en fait, après, j'ai travaillé en fait à côté de mes études, tout simplement. Donc ça m'a permis en fait d'avoir des sous. Et vu que ça coûte un peu cher, c'était quand même intéressant et qu'il fallait quand même faire des prêts et tout. Donc à un moment, la banque voulait des rentrées d'argent forcément. Et en fait, en gros, donc tu commences dans un aéroclub, t'as ta licence de pilote privé, tu fais ce qu'on appelle le mûrissement. En fait, avant de rentrer en formation pro, on te demande d'avoir un certain nombre d'heures de vol total et un certain nombre d'heures de vol en tant que commandant de bord. Donc, tu voles tout seul, sans instructeur. Mais vu que t'as ta licence, tu sais faire, il y a pas de problème, tu vois, il y a vraiment zéro souci. Et c'est pour ça, en fait, ça te permet, en fait, simplement de gagner en expérience, parce que c'est cool de voler avec un instructeur, mais forcément, l'instructeur a toujours là pour rattraper des petites erreurs qu'il peut y avoir. Et en fait, du coup, tu fais ce qu'on appelle cette partie de mûrissement. Et une fois que tu as les heures, tu rentres en école pro. Et là, tu fais la partie vraiment professionnalisante, en fait, de notre formation. Donc, le CPL, c'est la licence de pilote commercial, donc ce que j'ai passé aussi. Le vol multimoteur et le vol aux instruments et la qualification de travail en équipage. Donc ça, c'est la partie modulaire. Sachant qu'en fait, du coup, vu que t'es en modulaire, tu peux très bien faire, donc je dis une bêtise, mais tu vois, ton PPL, je sais pas moi, à Saint-Cyr-l'École, tu peux faire ton CPL à Toussus-le-Noble, et tu décides, je sais pas pour quelle raison, de faire ton IRME, donc la qualification multimoteur et le vol aux instruments, dans le sud de la France. En fait, tu choisis vraiment ton avancée, patati patata. Généralement, on fait tout dans la même école pour la partie pro, parce que c'est beaucoup plus simple. Mais tu peux, en fait, t'es vraiment maître en fait de ton avancée. Après, tu as une autre formation qui s'appelle la formation intégrée, où en gros, là, tu rentres dans une école directement, mais tu as 0 heure de vol et tu fais tout de A à Z. D'accord. Le truc, c'est que ça peut être un petit peu plus rapide parce que du coup, tu es H24 dans l'école. D'accord, c'est que de la théorie. Alors, tu auras la théorie et la pratique. D'accord. Moi, la théorie, j'ai fait dans une autre école à Rungis, mais dans cette partie qu'on appelle intégrée, tu fais et la théorie et tu commences justement par la théorie. Tu as 0 heure de vol et tu commences par la théorie pro. Et ensuite, t'apprends à piloter et tu sors et t'es pilote pro. C'est un petit peu plus cher. D'accord. Parce que, forcément, t'es vraiment dans un truc H24 et t'es suivi de A à Z et ça reste une école pro. Tandis que, tu vois, moi, le fait d'avoir fait dans un aéroclub, les aéroclubs, c'est tous des associations. Ah, ok. Donc, le coût, en fait, est un petit peu moins élevé. Après, on est quand même tributaire des évolutions du prix du carburant, patati patata. Donc, forcément, ça peut fluctuer. Enfin, pour moi, à mon sens, les deux formations se valent parce que, dans tous les cas, quand t'arrives en compagnie aérienne, on a tous les mêmes licences, les mêmes qualifications. En soi. C'est juste, à la limite, moi, dans un aéroclub, j'ai volé peut-être sur un petit peu plus d'avions. D'accord. De modèles différents que ce que t'as dans une école, parce que dans une école, t'as peut-être 2 types d'avions et basta. Dans un aéroclub, tu peux en avoir plus. Donc, c'est plus avantageux, en fait. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Moi, je sais que ça m'a grave plu de voler en aéroclub et si je devais le refaire, je referais comme ça. Il y en a, par exemple, tu vois, qui sortent du lycée, qui ont 18 ans, qui vont en école, et ils font ça, et ça leur va très bien aussi. Franchement, ça dépend. Ok. Les deux se volent. D'accord. Et tu t'en souviens de ton premier vol? Mon tout premier vol? Ouais. Toute seule ou genre? Toute seule. Toute seule, ouais. Je monte aussi. Ah ouais? En vrai, je savais que j'allais voler toute seule. Ok. Parce que du coup, c'était mon grand-père qui, on appelle ça le lâcher. Ça veut dire? En gros, c'est un terme générique pour dire que du coup en fait t'as pas fini ta formation. D'accord. Mais t'as le niveau pour pouvoir décoller, poser un avion tout seul. Et si t'arrive un petit truc, tu sais gérer. D'accord. Tu sais faire la radio, tu sais aller sur un autre terrain si jamais il y a un problème sur ton terrain sur lequel t'es parti et tout. Donc c'est ce qu'on appelle le lâcher. Je m'en rappelle parce qu'en vrai il faisait pas une super météo. Et mon grand-père il était en mode non, mais c'est bon, vas-y. D'accord. Tu peux y aller. Et non, du coup, c'était marrant. C'était cool. Et je sais qu'il était content. Ah, donc, bien. Voilà. Donc, t'as pas stressé, tu stressais ou pas? Après, c'est ce qui est non, bien, parce qu'en fait, c'est bête, mais
vu que mon grand-père il a été à l'armée et que du coup j'ai eu une formation qui était Oui, archi d'accord, carrée et ok, tout, c'était ok. vraiment rentré dans le truc. Mm. Et c'est bête, mais vu que j'étais sa petite fille, je sais très bien que si je partais, c'est que j'avais 12 000 D'accord. fois le niveau. En fait, il était vachement plus exigeant avec moi Ah, qu'il d'accord, l'a été ok. avec d'autres. Alors, Hmm. c'est à double tranchant, Oui, c'est vrai. mais du coup, je savais qu'en fait, si je pouvais partir toute seule, c'était qu'il y avait aucun problème. D'accord. Il Oui. m'en a tellement fait voir de toutes les couleurs que je savais que c'était bon. Mais j'imagine, et ce qui est aussi rassurant, c'est parce que c'est ton grand-père, etc. Peut-être il y Ouais, avait ce côté aussi rassurant quand même. ouais, oui, oui, Ouais. complètement. Et en plus, en fait, du coup, enfin, c'était le côté un petit, enfin, c'est pas le côté négatif, pas du tout, mais c'était dès que je faisais une bêtise ou une boulette, alors là, tu pouvais être sûr que Ah je le ouais. savais direct Mm. et il fallait que je rectifie le tir tout de D'accord. suite, sinon, dans la voiture, ça se passait mal, quoi. Ah ouais, le retour là, waouh. C'était long. Mm. C'était 20 minutes de Ah, route, ça pouvait être très ah très long. ouais, sérieux. Ok, oui. Et pour ceux qui connaissent pas bien le Boeing 737, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui le caractérise? Du coup, déjà au niveau de l'extérieur, il y a des petites différences où quand tu connais l'avion, tu vois direct. Et puis, D'accord. enfin, moi c'est mon avion, donc Oui, j'en vois exactement. un, je sais direct que c'est un Mhm. 37. Je sais que, enfin, tu peux le différencier au niveau des fenêtres et tout, etc. Au niveau du train principal aussi. Il n'est pas exactement pareil que ce soit sur 37 ou sur Airbus 320, parce que du coup c'est, on va dire, les deux concurrents. Oui. C'est deux avions court, moyen courrier. Et Boeing, c'est américain. Ok. Airbus, c'est européen, on va dire. D'accord. Enfin, c'est européen. Et en fait, bah voilà, les deux sont sortis, on va dire, à peu de choses près au même moment. Ils D'accord. font les mêmes choses. Et ils sont utilisés pour les mêmes choses tout simplement. Mhm. Donc du coup, c'est vraiment deux trucs pareils. Juste que, alors à l'extérieur, donc on a différents petits trucs pour le Mhm. reconnaître. À l'intérieur, comme je t'ai montré, en fait, sur Boeing, tu vas avoir le manche Mhm. qui est au centre, Oui. tandis que sur Airbus, tu vas avoir le Oui. petit joystick qui est sur le Sur côté. le côté. Voilà. D'accord. C'est plus ça. Airbus, c'est une philosophie qui est complètement différente Ouais. Ok. de Boeing, parce que simplement les constructeurs se sont Oui. dirigés vers d'autres choses. Après, ça reste un avion, hein. Tu tires, ça Oui. monte, tu Voilà. pousses, ça descend, et Ok. c'est à peu près pas plus compliqué que ça. D'accord. Ok. Et là, on va rentrer un petit peu dans ton quotidien. Ouais, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu un vol type? Comment ça se passe le voilà. matin? Tu te réveilles? Alors le matin, parfois, je me réveille pas. En fait, ça dépend parce que du coup, dans la boîte dans laquelle je bosse, Mhm. en fait, on a, et c'est ce que j'aime énormément dans cette boîte, c'est qu'on a à la fois des activités de fret, donc on fait du cargo. D'accord. Donc là, c'est des vols de nuit. Donc je me réveille à 23h30 Ah, minuit. waouh. Ok. Généralement, quand je parle à mes potes, eux, ils vont se coucher, Mais moi, je me grave. réveille. Ok. Et ensuite, tu vois, par exemple, donc quand on fait du cargo, en gros, je me réveille entre 23 et 1h du mat, en Mhm. fonction de quand on part. Sachant que du coup, je suis basée à De Gaulle, il faut que j'aille à De Gaulle. Même D'accord. si je pourrais prendre l'hôtel et tout, généralement, je reste chez moi parce que je veux être avec mon copain et Bah avec mes petits oui. chats quand même. Oui. Et puis, grosso modo, j'arrive entre 30 et 45 minutes avant l'heure du briefing. D'accord. Parce que du coup, je regarde l'avion, l'état de l'avion, parce qu'on peut avoir des petites pannes, entre guillemets, D'accord. genre une lumière qui ne marche pas. Mhm. Faut regarder si c'est impactant ou pas, patati patata. Je regarde la météo, parce que quand c'est beau, c'est sympa, mais quand il fait pas beau et que t'es en plein hiver et que tu commences à réfléchir, Ouais. tu veux savoir où tu vas aller. Je regarde aussi ce qu'on appelle du coup les NOTAM, c'est des petites c'est des infos en gros sur les terrains ou sur l'environnement du terrain où ils vont te dire voilà par exemple là il y a telle piste qui est fermée D'accord. ou il y a des travaux donc attendez-vous à ce que je sais pas moi il y ait telle portion de taxiway. Un taxiway c'est une petite route sur un D'accord. aéroport qui soit fermée donc du coup tu pourras pas passer par là, il faudra passer par un autre endroit, D'accord. Ok. etc. Tu peux avoir plein d'infos et tout là-dessus. Ensuite, en fonction de ce que j'ai vu en OTAM et en Mhm. météo, je vais commencer à regarder le fuel qu'on pourrait prendre, D'accord. parce que on a des minimums réglementaires Hmm. et nous on adapte en fonction de la météo et de ce à quoi on peut s'attendre, de la piste qu'on a au départ, de la piste qu'on peut avoir à l'arrivée, patati patata. Je calcule les performances parce que c'est obligatoire. C'est juste pour vérifier que
bah du coup tu puisses décoller et que tu puisses te poser sur les terrains sur lesquels tu Ok. vas, et aussi sur tes terrains de déroutement si tu en as, parce que on est toujours dans l'éventualité de on ne peut pas aller à destination, il faut qu'on ait un autre terrain qui soit compatible en fait D'accord. avec notre avion, Oui. nos performances, la météo et tout. Et puis je regarde aussi les spécificités des terrains. Si t'as un terrain qui est en région montagneuse, ou enfin t'as plein d'aléas en fait autour des terrains. Tu lis du coup si on a une doc spécifique dans notre manuel d'exploitation. Moi je viens 30-45 minutes avant, après D'accord. ça dépend de tout à chacun, il y en a qui viennent plus tard mais qui regardent tout chez eux. Ah, ok. Moi je Ah, c'est préfère possible. ouais, bien D'accord. sûr. Si on a les infos dispo, en fait en gros on a un iPad qui est donné par la compagnie avec toutes les applications dont on a D'accord. besoin et tout, toutes les données, etc. Si c'est chargé sur l'iPad, tu peux faire de chez toi. Moi, c'est juste que je préfère bosser Oui, direct. au boulot Ouais. directement, donc voilà. Mais du coup, donc c'est 45 minutes avant l'heure de briefing. En fait, le briefing, ça va être en cargo l'heure à laquelle on va retrouver le commandant de bord et on va tout mettre en commun et tout, choisir le fuel, qui fait l'étape. Quand on fait des vols passagers, c'est l'heure à laquelle, en gros, on a rendez-vous avec le commandant de bord et le reste de l'équipage, donc le personnel navigant commercial, donc du coup nos hôtesses et nos stewards, D'accord. et le chef de cabine, afin de qu'on se briefe tous ensemble. Mmh. Généralement, nous, sur les vols passagers, on va aussi avoir les infos du nombre de passagers, les spécificités des passagers et tout, si t'as des bébés, si t'as des enfants, s'il y a des particularités, etc. Et aussi, généralement, on les briefe sur la météo parce que quand il y a des turbulences, Bah oui. c'est mieux qu'ils le sachent, même si on peut pas toujours les prévoir. D'accord. On sait à peu près à quel moment ça peut arriver et tout, donc comme ça, eux sont au courant et tu vois, ils peuvent adapter leur service et tout, patati patata. Donc voilà. Mais du coup, grosso modo, pour revenir à ta question, donc en cargo, je dis une bêtise, mais je sais pas, j'ai un briefing à 3h du matin. Je vais venir vers 2h15 et comme ça, je sais qu'à 2h30, je suis dans la salle pour préparer le vol. 10 minutes avant, je vais sûrement voir mon capitaine. Un petit café parce qu'il est 3h du matin, c'est très important. Important. Beaucoup de café même. Ah ouais, oui. Et puis on met en commun tout ce qu'on a vu et tout. Et puis ensuite on part à l'avion. En fonction de qui fait quoi. Donc généralement on arrive entre H-1 et H-50 minutes avant notre départ. Ok. Et en fonction de si on fait le vol ou pas. Donc moi si je fais le vol, du coup on va dans l'avion, je rentre la route, je vérifie que la route est bonne, je rentre toutes les infos de vent, patati patata, les pistes. D'accord. Parce que aussi je veux partir de la bonne piste et dans le bon sens, c'est mieux. Et puis pendant ce temps-là, mon commandant de bord, si lui du coup ne fait pas l'étape et que du coup il aura juste la radio à faire et la gestion du coup de l'avion, lui va aller va remplir les papiers parce qu'il y a des papiers à remplir tout le temps c'est pour le suivi de l'avion et tout, etc. Savoir s'il y a eu des choses qui ont été vues et tout en escale. Et ensuite lui va aller faire ce qu'on appelle le tour de l'avion. Alors généralement de nuit t'as ta super petite lampe torche pour vérifier que du coup il y ait pas de choses bizarres. Alors généralement on trouve rien sur l'avion et tant mieux. Mais j'ai une bêtise parfois suite à un atterrissage, quand on repart dans la foulée, moi ça m'est déjà arrivé pas plus tard que la semaine dernière, je me suis pris des oiseaux. D'accord. Les oiseaux on les a pas vus. Alors par contre on les a vus sur l'aile, il y avait une énorme tache de sang avec les plumes et tout. Wow. Du coup c'est là où on a vu et faut inspecter et juste vérifier que tout va bien, tu vois. Généralement il y a rien et c'est entre guillemets un non-événement, mais du coup c'est obligatoire. Donc pendant que moi je rentre la route, si du coup je fais l'étape, mon commandant de bord va faire le tour de l'avion et vérifier que tout va bien. Et puis ensuite on va prendre du coup la clearance de départ pour savoir la piste qu'on aura au départ, le roulage qu'on aura, le départ parce que du coup on a, en fonction de là où tu vas, on a des départs imposés pour qu'on ait tous les mêmes trajectoires. D'accord. Qu'on puisse pas faire tout et n'importe quoi et dire non moi je vais aller là et tout parce que c'est un petit peu plus, faut vraiment suivre des trucs précisés et tout. H-20 minutes, on nous ramène tous les papiers, donc du coup du chargement. D'accord. Ou alors si on est en vol passager, du coup avec le nombre de personnes à bord et tout. Nous avec ces infos, on peut calculer les performances de décollage. Ça nous donne les vitesses et tout, etc. Qu'on rentre dans l'avion. Et puis ensuite, une fois qu'on est prêt, en fait, il y a juste le repoussage et puis on repart et let's go. Mais grosso modo, du coup, on vole cargo, donc le briefing vers 3h du matin.
Donc c'est-à-dire qu'on part vers 4 heures. D'accord. Si on fait 1 ou 2 étapes, soit on arrive vers 6 heures du matin ou alors 8 heures. Ça dépend d'où on va et tout, parce qu'on fait à peu près toute l'Europe en fait en vol cargo. Ok, oui. Donc avec nos avions et dans la compagnie dans laquelle je suis. Sinon en vol passager, forcément, généralement c'est un petit peu plus tard. Enfin, tard. C'est plus dans la journée, les vols passagers. Oui. Après on a des vols qui partent quand même tôt, vers 7 heures du matin. Donc ça nous fait un briefing vers 5h30. Okay. Mais on a aussi des vols qui partent à 14 heures et tout. Donc, oui, ça va. Enfin, en termes de routine et de journée type, c'est pas que j'en ai pas forcément, mais voilà, les vols cargo, c'est de nuit. Et les vols passagers, c'est un petit peu plus tard dans la journée, on va dire. Donc, ça dépend. Mais après, en gros, c'est toujours orchestré de la même façon. Le briefing, le tour de l'avion, on rentre les infos et puis on part. Et voilà. Et tu fais combien d'heures de vol par jour? Est-ce que tu as un nombre d'heures par jour à faire ou pas forcément? Alors, nous, ça dépend. En fait, l'aérien, c'est très réglementé, à la fois en termes de qualif et de temps de travail. En fait, on parle en heures d'engagement. Et notre heure d'engagement, ça commence à partir du moment où on a le briefing et à partir du moment où on a le débriefing. Donc, dans ma boîte, c'est 30 minutes après l'arrivée du dernier vol. À ça, en fait, ça va dépendre du nombre de vols que tu fais par jour. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En fait, tu dois pas dépasser un certain nombre d'heures d'engagement. Je te dis une bêtise, et ça va dépendre aussi de l'heure à laquelle tu commences. Ah oui, aussi. Donc, vu que j'y connais rien, je regarde le tableau que j'ai dans la doc. Enfin, c'est pas que j'y connais rien. Au fur et à mesure, tu sais à peu près, mais c'est juste que tout varie tout le temps et tout. En fait, plus tu pars tôt, moins tu pourras travailler longtemps parce que forcément, t'es plus fatigué. Parce que forcément, t'es fatigué la nuit, ton corps n'a pas l'habitude d'être réveillé. Grosso modo, à peu près. Et après, ça varie bien évidemment, mais tu peux tabler sur, si tu fais 4 vols dans la journée, t'as le droit à 12 heures maximum. D'accord. En gros. À plus ou moins 1 heure et tout. Après, ça nous arrive parfois de faire 4 vols dans la journée. Ça nous arrive d'en faire 2, ça nous arrive d'en faire 1. Ça dépend. Après, nous, dans notre métier, on est un petit... Enfin, en fait, c'est pas un métier où tu vas travailler du lundi au vendredi, tu t'en doutes. Ah oui, grave. Grosso modo, dispatché sur le mois, là où je bosse, c'est à peu près 15 on, 15 off. D'accord. Donc, il y a 15 jours dans le mois où je travaille. Et où je peux faire 1 vol par jour, 2 vols, 3 vols, où je vais avoir des vols cargo de nuit, et 2 jours après je vais faire du vol passager et tout, ça va dépendre. Et du coup 15 autres jours aussi dispatchés sur le mois, où ça va être mes jours de repos, où là je dors, je cours, et voilà. Mais vraiment. Mais grosso modo, ça dépend. Enfin, en fait, dispatché sur le mois, je fais à peu près 40 heures de vol. C'est une grosse moyenne, donc ça fait... Après, ça dépend, parce que parfois, il y a des semaines où j'ai 6 jours off d'un coup, mais du coup, j'ai travaillé 6 jours avant, donc c'est vachement dispatché. J'ai pas vraiment de réponse claire, précise là-dessus, quoi. Mais on a compris. Et par rapport à ça, on va parler un petit peu du salaire. Le salaire du débutant. Par exemple, moi, je commence, je débute... Après, je sais que ça dépend de la compagnie, etc. Ouais, mais ça va grave dépendre de la compagnie. Tu peux nous dire à peu près... En fait, en gros, franchement, ça va tellement dépendre de la compagnie, de où tu es basé. Je sais que là, dans la boîte dans laquelle je suis super chanceuse et tout, parce que je suis basée de Gaulle et tout. D'accord. Et que, mine de rien, j'ai un contrat français, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. D'accord. Parce que très souvent, tu as des boîtes comme Ryanair qui embauchent avec très peu d'heures de vol, mais forcément, le salaire au début est un petit peu plus bas. Moi, quand j'ai commencé dans ma boîte, j'étais aux alentours de 2000 € sur les 6 premiers mois du contrat, parce qu'en fait, en gros, et c'est peut-être ça ce que j'avais pas dit, quand on finit notre formation, on a une formation de pilote pro, mais on n'est pas pour autant qualifié sur l'avion sur lequel on va voler. Parce que quand tu pars sur des avions de ligne, et même des avions d'aviation d'affaires, en fait, ils sont tous tellement différents, et ils ont tous chacun leur système propre à eux. Et c'est de la logique un peu Boeing, Airbus dont je te parlais, que en fait on a besoin de faire une qualification spécifique sur l'avion sur lequel on va voler. Ah oui. Ça coûte des sous. Ben ouais. Toujours des sous.
Et du coup, moi, en gros, j'ai fait la qualif donc sur le 737 dans la boîte qui m'a embauchée. Et en fait, en gros, j'ai payé la moitié de ma qualif sur l'avion et eux m'ont avancé l'autre moitié. D'accord. Le deal, c'était que sur les 6 premiers mois du contrat, j'avais la moitié du salaire. Et du coup, j'amortissais pendant 6 mois, en fait, la partie que eux ont payé pour moi. Au bout de 6 mois, j'ai eu le salaire plein. Donc, grosso modo, sur les 6 premiers mois que j'ai fait sur 737, j'étais... ouais, en gros, c'était aux alentours de 2000 € net. D'accord, ok. Et ensuite, du coup, ça a fait x2. D'accord, ok. Et ce qui est cool dans notre métier, c'est qu'en fait, on travaille beaucoup en échelon. Et du coup, en fait, tu sais, en gros, tous les ans, le salaire que tu auras et tout, etc. Oui. Et ça augmente tous les ans. Forcément, sur la longueur, ça traîne un petit peu. D'accord. Mais là, tu vois, je suis que copilote. Le jour où je passe commandant de bord, où je fais l'upgrade, mon salaire aussi, va pas doubler, j'abuse, mais je vais encore avoir un salaire plus important. D'accord. Donc, ouais, grosso modo, là, je suis aux alentours de entre 4000 et 5000. Après, j'ai les prêts étudiants, faut pas oublier. mais grosso modo, oui. Et est-ce qu'il y a aussi des primes aussi ou pas forcément Alors ça va dépendre de tes boîtes, de là où tu bosses. Chaque compagnie a ses trucs. Moi, je sais que par exemple, si j'accepte un vol sur mes jours off, j'ai une prime. D'accord. Je suis pas obligée de l'accepter. Oui. Mais si je suis volontaire, c'est un peu en dédommagement de taper sur tes off, tu vois. Après, est-ce qu'on a d'autres primes Non, après, je sais qu'il y en a qui ont des primes, par exemple, en fonction des vols, quand ils font des vols vers des régions un petit peu plus tendues. Ok. T'as des boîtes qui le font et on te propose cette prime en dédommagement. D'accord. Là, on va poser des questions. Il y a des auditeurs qui souhaitent te poser des questions. Et je vais te les poser, carrément. Donc, il y a une auditrice qui demandait, tu dois faire combien d'heures de vol pour pouvoir voler seule? Alors ça va dépendre. Vu que maintenant je suis instructrice, je dis que ça dépend vachement. En fait, grosso modo, on est sur une moyenne de 15 à 20-25. D'accord, ok. Après, ça dépend parce que là, par exemple, moi je vole à Toussus-le-Noble. C'est un terrain où il y a énormément de monde. Donc c'est un terrain qui est contrôlé et tout. C'est très très bien géré. Mais il y a beaucoup de monde. Et en fait, on est limité par l'espace aérien d'Orly au-dessus. Donc en fait, on ne peut pas monter très haut. Donc il y a des exercices spécifiques que moi, je ne peux pas faire à mes élèves. À Toussus, je suis obligée d'aller à Étampes ou de partir en local et tout. Donc tu vois, sur ce type de terrain, ça peut rajouter 5 heures de vol à peu près. Mais grosso modo, si tu fais ta formation, moi je fais ma formation à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, il y a personne, on faisait notre life, voilà. Donc, mais grosso modo, ouais, si t'as l'âge, et ça dépend aussi de la personne que t'as, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins réceptifs, comme en voiture, voilà, même chose, comme en moto, même chose. Mais grosso modo, ouais, moi je dirais que c'est entre 15 et 20 heures de vol. D'accord. À peu près. Une autre question, quel est ton ressenti quand tu prends les commandes? Comment tu te sens? Waouh, oui, je prends la commande, ça se passe comment? Moi, à chaque fois, je suis toujours en mode, mais c'est cool quand même de faire ça. Ouais, oui. Mais non, mais parce que, moi, c'est ma passion et tout, donc il y a toujours ce petit truc de, c'est trop bien ce qu'on fait, mais je sais que moi, je réfléchis toujours en mode, ok, là, il se passe un truc, qu'est-ce que je fais, tu vois? Exactement. Donc je sais pas si les autres réfléchissent comme ça d'ailleurs. Mais moi je suis trop contente et tout de faire ça, tu vois. Donc je suis je suis pas sereine, mais je suis en mode ah ouais, c'est bien quoi. En parlant de ça, comment tu gères quand il y a les turbulences en fait qui sont annoncées? Comment tu gères le stress? Je stresse pas. Ah ouais? Ouais. En fait, ça c'est ce qu'on dit à tout le monde et je le sais qu'à chaque fois c'est en mode ouais mais non vous dites tout ça, mais en vrai les turbulences c'est comme quand t'es en voiture sur une route de campagne, genre c'est juste que ça secoue. Après effectivement t'as des turbulences qui sont plus ou moins fortes, mais nous en fait mis à part les éviter si on sait que ça va arriver, ralentir un petit peu parce que c'est comme en voiture, plus tu vas vite plus ça va secouer. D'accord. Prévenir aussi le contrôle aérien que là on est dans une zone de turbulence, donc que potentiellement les autres avions autour peuvent avoir la même chose. On fait pas grand chose, juste on assoit les passagers
Les hôtesses, je sais qu'elles font les vérifications que tout le monde est Mhm. assis, et ça c'est juste pour de la sécurité, tu vois. D'accord. Et puis bah après on attend que ça passe. Mais franchement, enfin moi je suis même plus stressée. Ah ouais, quand tu vois des orages et tout. Non, Ah ouais, non, franchement non. Enfin c'est l'habitude ou même au début, t'avais pas forcément peur? non, je crois que j'ai jamais eu peur. En fait, à la D'accord. limite, je suis. En fait, le truc c'est que les avions en ligne, ils sont tellement, bah, ils sont tellement, comment dire, tu sais, il y a plein de systèmes, il y a toujours un truc qui va Ouais. prendre le relais si Oui, ça oui, plante et oui, c'est tout. bien Je sais que sécurisé, on c'est va dire. tellement sûr D'accord, ouais. que j'ai pas peur. D'accord. Et c'est bête, mais il y a plein de vidéos qui tournent sur Internet où, notamment sur les avions récents, mais où ils te montrent en fait, bah tu vois, la flexion de l'aile et tout, Oui. voir jusqu'à combien ça peut résister et tout. Mm. Je me dis mais c'est large, c'est Ah, large. ah Ah oui, vraiment, je te oui. jure, vraiment. Enfin, moi maintenant, à la limite, au début, j'étais stressée, mais parce que j'étais en train, enfin tu sais, j'étais plus en mode, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Enfin, pourquoi ils m'ont mis là? Ouais, ok. Mais franchement, je suis pas stressée. Et puis Mhm. c'est bête, mais en fait, on est à deux. D'accord, oui. Il y a toujours le collègue et tout. Mm. Enfin, il y a pas de. Question, c'est comment vous vous repérez dans l'air par rapport à vos trajectoires, pas vous croiser, etc. Alors ça dépend. Si t'es sur un petit avion comme en aéroclub et Mm. tout, on a des cartes Ok, avec bah du coup des repères au sol et tout. ok. On trace les routes, on mesure en fait on mesure une route. Ça te donne en fait la direction à prendre. Mhm. Et toi dans ton avion t'as un petit instrument et tu suis ça. Tu corriges D'accord. en fonction du vent et Mm. tout. T'as aussi les repères au sol, genre tu sais des autoroutes, D'accord. je sais pas moi, un chemin de fer, des éoliennes. Mm. Après, il y a beaucoup d'éoliennes, Bah oui, mais voilà, j'imagine. enfin, grosso modo, t'as des repères. Mm. Après, quand on est en aviation de ligne, et c'est pareil bah, pour les aviations, en aviation d'affaires et tout, etc., on va avoir des routes avec des points qui portent des noms, D'accord. et on fait simplement route sur ces points. En fait, en gros, Mm. nos opérations aériennes, donc c'est des personnes qui travaillent dans notre compagnie, qui vont nous déposer bah, du coup la route que nous on fera Ok. et qui bah, du coup sera donnée aux contrôleurs qui nous auront en fréquence et eux vont savoir que bah du coup potentiellement je fais une bêtise mais on va faire De Gaulle Rambouillet Agen puis D'accord. ensuite je vais passer avec Barcelone et puis Palma et tout etc. Mais en fait chaque point a un nom Mm. et si on l'a rentré on peut aller sur ce point avec l'accord du contrôleur en fait. D'accord. Donc vous avez un écran pour ceux qui comprennent pas comme moi. Vous avez un écran et c'est comme un GPS et vous voyez il y a En des petits gros, points. voilà, c'est ça. D'accord. C'est des points spécifiques et en fait, vu que ça a un nom, on va dire, bah, aller sur tel point et toi, tu sais que tu vas là. D'accord. Et comme ça, bah, chacun sait où tu vas. Après, les contrôleurs, pour nous espacer, si on est trop proche d'un autre avion, Oui. ils vont nous donner deux directions D'accord. différentes Ok. ou accélérer un et ralentir l'autre. En Ok. gros, voilà. D'accord, tout simplement. Là, on va rentrer un petit peu dans ta vie perso en tant Oui. qu'instructrice. Raconte-nous pourquoi tu as souhaité devenir, instructrice, former des élèves, etc. Bah en fait, vu que mon grand-père l'a fait, Ouais, moi ça m'a toujours plu. Je me ouais, suis dit bah why ok. not. Et en fait, quand j'ai fini ma formation pro, alors je voulais faire pilote de ligne, hein, bien sûr, mais en fait, je me suis dit bah il y a quand même un step entre effectivement j'étais sur un avion bimoteur et Mhm. on volait aux instruments et tout, mais entre l'avion bimoteur et le 737, il y a un immeuble entre Ah les bah deux. oui, Hein. C'est un fossé, c'est même pas un fossé. Mais et du coup, en fait, je m'étais dit, bah, en vrai, je vais tenter de faire de l'instruction. Enfin, je vais faire de l'instruction. Bah, parce que au moins, ça me permettra de gagner en aisance. d'accord. Et en fait, moi, je voulais vraiment, entre guillemets, bah ouais, être plus à l'aise et un peu gagner en confiance en moi. Parce que je me voyais pas, en fait, partir directement, bille en tête, Oui. directement en compagnie, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et en fait, j'ai adoré. Ah, J'ai ok, adoré parce que alors, je suis tombée sur plein d'élèves archi d'accord. sympas et tout. Et bah, j'ai fait ma formation il y a pas si longtemps que ça non plus. Je reste jeune Mhm. et du coup, bah moi enfin tu sais, j'aime bien cette relation où, Oui, alors c'est pas tous mes potes non plus, mais tu sais, on rigole. oui. Enfin, je leur apprends des Mm. trucs, mais c'est toujours très détente et tout. Et je sais pas, moi, ça m'a plu direct. Et Mm. bah c'est pour ça que bah du coup, je continue maintenant en fait parce que Bah j'adore. oui. C'est trop bien, c'est marrant.
Et c'est directement dans l'aéroclub que t'as appris ou pas forcément? Non, en fait, en gros, tu fais ta formation d'instructeur, soit t'es resté dans ton même club, et du coup, tu peux y retourner faire de l'instruction. Moi, en l'occurrence, mon club, il est à 400 km d'ici, donc c'est un peu compliqué vu que j'habite en région parisienne. Mais vu que je volais à Toussus et que forcément j'ai rencontré des personnes à Toussus, je suis allée dans le club d'un ami. Enfin, où j'ai un ami à mon conjoint et à moi là qui volent dans ce club, et en fait, je savais qu'il recherchait des instructeurs. Je m'entends très bien avec lui. Je lui dis vas-y. Là, moi, j'ai rien à faire sur mes jours off et tout. Je voudrais bien reprendre l'instruction. D'accord. Et du coup, j'ai fait ça comme ça. Trop bien. Là, on va rentrer aussi encore dans ta vie perso. Tu nous as dit que ta maman, elle est hôtesse de l'air. Elle était hôtesse de l'air, mais qui est actuellement atteinte de sclérose en plaques, pardon. Donc, est-ce que son métier t'a donné envie de faire un pilote? Ouais, carrément. Oui, après, ma mère, je l'ai toujours vue, j'ai un énorme respect pour elle parce que toujours démenée et battue pour faire tout ce qu'elle pouvait faire et tout ce qu'elle avait en son pouvoir, et c'est en partie grâce à elle quand même que je suis devenue pilote. Toujours été derrière moi aussi bien financièrement que moralement. Forcément, elle a été dans l'aérien, elle m'a trimballée dans des avions et tout. À chaque fois que j'étais avec elle, je faisais le décollage dans le poste, je faisais l'atterrissage dans le poste. Elle a rencontré mon parrain comme ça maintenant, qui bosse dans la même compagnie aérienne que dans laquelle elle était. Donc oui, indirectement, c'est elle aussi qui m'a donné cette passion, comme mon grand-père. Après, je pense que du coup, je l'ai vu bosser et je sais à quel point le métier d'hôtesse de l'air peut être compliqué. Alors, je dis pas que le métier de pilote ne l'est pas ou quoi que ce soit, mais chacun, tu sais, c'est un peu la porte du poste qui sépare. C'est vrai que s'il y a une avarie technique, ça va reposer sur... Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, s'il y avait pas d'hôtesse, mis à part en cargo, on n'a pas de métier. Hein. C'est vrai. On peut rien faire. Et moi, je l'ai tellement vu bosser et tellement trimer. Et je l'ai tellement vu, vraiment, même se fatiguer au boulot et tout. Je me suis dit, mais moi, je pourrais pas être à fond comme elle, en fait. Et je suis très très bien devant, du coup. Genre, même si tous les 6 mois on repasse au simu plein, qu'on s'en prend plein la tronche et tout avec les pannes, moi je suis très bien devant, hein, vraiment. D'accord. Je pourrais pas, je pense que j'aurais pas la patience nécessaire pour faire le métier d'hôtesse. Et puis c'est bête, hein. Mais demain, il se passe, je te dis un truc. Demain on se crache. Moi et mon commandant de bord, on sauve l'avion, on sauve les personnes. Mais en fait, l'évacuation, c'est les hôtesses qui la font. C'est vrai. Et en fait, tout repose sur elle. Il se passe le moindre truc, un feu en cabine, c'est elle qui gère. Nous, à la limite, on va juste dérouter l'avion, et au lieu d'aller, je sais pas moi, à Athènes, on va se dérouter à Francfort. Mais en fait, repose sur elles. Elles ont, à mon sens, limite, on a tous autant de responsabilités. Mais je l'ai tellement vu bosser que je me suis dit, ouais, en fait, pilote, c'est bien. Pilote, c'est bien. Et d'ailleurs, tu fais des actions solidaires ponctuelles. Tu fais des courses, etc. Raconte-nous un petit peu pourquoi, pour quel objectif, etc. J'ai pas d'objectif. Enfin, si, il y a un objectif, mais en fait, en gros, l'année dernière, on a appris que ma maman, elle était malade. Suite à ça, du coup, elle a perdu sa visite médicale, donc elle peut plus travailler. Et niveau santé, c'est pas non plus fou. Et en fait, je pense que ça a été un petit déclic pour moi, où je me suis remise au sport à fond. Je pense aussi parce que ça me fait du bien mentalement. Ça m'aide à évacuer et tout, parce que ça reste ma maman et que je lui dois tout, et que mine de rien, je suis quand même inquiète pour elle. Mais c'est surtout que je me dis oui, en fait, je sais que elle, il y a des choses qu'elle peut plus faire et qu'elle ne pourra plus faire. Et je sais que voilà, t'as des événements sportifs, tu peux courir pour une asso, patati patata, et moi je trouve ça sympa, tu vois, de le faire. Et c'est ma femme, moi, on va dire, de lui montrer que je la soutiens comme je peux. Non, trop bien, c'est une bonne action, et c'est plutôt pas mal. En plus, ce matin, avant que je l'interviewe, elle est partie courir. Sous la pluie. Sous la pluie. Mais vraiment, est-ce que pour les derniers mots de la fin, est-ce que tu as des conseils à donner à une jeune fille ou à un jeune homme qui rêve de devenir pilote mais qui n'ose pas? Faut oser. C'est un métier qui est très demandant. On est toujours en train de bosser, d'ouvrir les livres et tout, patati patata. Tu peux avoir des pertes de confiance en toi, mais néanmoins, en fait, il faut bosser, il faut pas lâcher. S'il y a l'aspect financier, il y aura
alors je sais que c'est onéreux, hein. Outre l'aspect financier, t'as toujours des solutions. Moi, j'ai fait de prêts étudiants que je rembourse toujours pour le plus grand bonheur de mon compte en banque. Et ouais. Mais en fait, c'est tellement gratifiant derrière. Ok, oui, j'ai payé mes études et tout, mais en fait, je vis de ma passion. À mon sens, quand on est dans l'aérien et qu'on est soit hôtesse, steward ou pilote, bah, je trouve qu'on est quand même très chanceux. Alors, fatigant. Oui, les horaires parfois ne sont pas faciles, mais en fait, on fait un métier incroyable. À mon sens, on a quand même l'un des plus beaux métiers au monde, le plus beau bureau du monde. Quand je décolle l'avion, je suis tellement contente d'être là et je suis tellement reconnaissante en fait envers mes grands-parents, ma maman et tout. Et faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Faut se battre. Ce sera pas toujours simple. On est très tributaire des conditions géopolitiques, etc. Du fuel qui augmente. Exactement. Petit exemple comme ça, hein. Mais en fait, il faut pas lâcher et il faut toujours se battre. Et c'est accessible. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. Si tu bosses, tu peux le faire. Y a pas de problème. Non, trop bien. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin à dire à nos éditeurs qui nous écoutent? Si jamais vous êtes intéressé par l'aéronautique et le milieu de l'aérien, c'est un milieu qui est génial. C'est passionnant. Et il faut pas lâcher, il faut se motiver et il faut pas perdre confiance. Il y aura toujours une issue qui sera toujours favorable et c'est archi motivant et faut y aller, il faut foncer. Go, voilà. Go tout simplement. Mais vraiment, en tout cas, merci beaucoup Ingrid pour ton témoignage. Tu nous as bien raconté ton parcours, etc. Vraiment, ça nous fait rêver quand même. Ça nous fait rêver et merci beaucoup. Et plein de bonnes choses pour la fin et bon courage pour la suite. Merci. Salut. Ciao. Voilà la fin de l'épisode. N'hésite pas à liker et à partager autour de toi. Et toi, tu souhaites être interviewé? N'hésite pas à m'écrire par mail à podcast.métieravecns@outlook.fr le métier que tu souhaites nous présenter. Allez, ciao!